Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui je vais vous parler de la vitaromathérapie caractérologique appliquée à l'orthopsychothérapie. L'usage des plantes aromatiques remonte à la plus haute antiquité. De ces végétaux, on extrait des essences aromatiques, soit à la vapeur d'eau, soit par expression des zestes de citrus, c'est-à-dire d'agrumes. Dans un premier temps, ces essences et ces huiles essentielles ont été utilisées pour fabriquer des parfums afin de lutter contre les mauvaises odeurs corporelles notamment. Pendant très longtemps, les plantes aromatiques et les essences aromatiques ont également été utilisées pour embaumer les morts et pour aseptiser des lieux malsains. C'est dire leur pouvoir à la fois odoriférant, antiseptique et antiputride. Mais l'idée de soigner les plaies par les huiles essentielles classiques a surtout débuté avec la guérison rapide du chimiste Gattefossé, qui eut l'idée de mettre abondamment de l'huile essentielle de lavande sur son bras brûlé à la suite d'un accident explosif qu'il avait malencontreusement provoqué dans son laboratoire. Par la suite, nombreux sont ceux qui ont vulgarisé cette nouvelle discipline. Les docteurs Jean Valnet, Sévelinge notamment, puis Philippe Melbiot et tant d'autres. Il est regrettable que les propriétés psychobiologiques des essences aromatiques et des huiles essentielles extraites des végétaux soient généralement méconnues ou sous-estimées, non seulement par les médecins allopathes, mais aussi par la majorité de ceux qui se disent naturopathes. Mais hors d'une méthode naturopathique hiérarchisée, les essences aromatiques et les huiles essentielles sont psychobiologiquement inefficaces, voire toxiques, pour la majorité d'entre elles, surtout lorsqu'on les utilise sous leur forme classique, telle qu'on la trouve dans toutes les diverses boutiques courantes. Telles qu'on nous les vend habituellement, elles sont effectivement à circuit électrique fermé, donc inassimilables, non anionisées, non anionisantes, non énergisantes. En effet, elles ne sont efficaces et peu ou pas toxiques que sous la forme d'une solution aqueuse, à circuit électrique ouvert, qui les biodisponibilise, c'est-à-dire qui les rend assimilables, donc énergisantes. Ici, vous avez
deux tableaux, deux schémas, qui vous montrent deux types, deux formes d'huile essentielle. Une forme homomoléculaire, inassimilable, inutilisable, donc toxique. Le second schéma vous montre une forme hétéromoléculaire, assimilable, utilisable, donc non toxique, à dose adéquate. Seule la forme hétéromoléculaire est un système normal de type bioélectromagnétique. Du fait qu'il n'y a pas d'ionisation, c'est-à-dire de transfert bioénergétique sans eau, on peut dire que les essences végétales aromatiques, telles qu'on les trouve actuellement dans le commerce courant, ne sont pas de type bioélectromagnétique, donc ne sont pas ionisantes. Elles ne peuvent pas être assimilées et utilisées par un organisme vivant. Voilà pourquoi elles sont toutes plus ou moins toxiques. Pour les rendre assimilables, il faut les dissoudre dans l'eau. Il faut les renaturer par hydrosolubilisation orthobiologique. Il faut les transformer en solution aqueuse. Les huiles essentielles ne sont pas utiles qu'en médecine, notamment pour potentialiser l'énergie vitale extrinsèque, pour épurer, pour énergiser. Elles le sont tout autant en hygiène de vie, en physio-esthétique notamment. Au-delà de ces applications hygiéniques et physiothérapeutiques, les huiles essentielles peuvent être utilisées effectivement en culture humaine, notamment pour corriger l'attitude mentale déviante, pour accroître la séduction amoureuse, pour développer des aptitudes intellectuelles, manuelles, artistiques, scientifiques et autres. En effet, grâce à leur fréquence vibratoire spécifique, qui font partie intégrante de leur caractère, il est possible d'optimiser les facultés mentales, donc intellectuelles et morales, notamment. Utilisées intelligemment, les huiles essentielles, biodisponibilisées par hydrosolubilisation orthobiologique, peuvent également et effectivement aider à éliminer le stress, l'anxiété, l'agressivité, la mélancolie, l'apathie, la jalousie, la colère, les ressentiments, etc. Elles sont utilisées dans nombre de traditions religieuses, dans les églises, les temples, les mosquées, etc. Non seulement pour purifier l'atmosphère, mais aussi et surtout pour prédisposer l'esprit à la prière,
à l'introversion, au recueillement, à la communion avec son Dieu intérieur, c'est-à-dire avec son propre subconscient, réactionnel, concrétiseur, somatisant. J'ai dit que les essences aromatiques et les huiles essentielles agissent par leur senteur aromatique. Alors, qu'est-ce qu'une senteur aromatique? Une senteur est une émanation aromatique, odoriférante, subtile, pouvant être captée par notre odorat, en fait par notre rhinencéphale, et susceptible d'éveiller ou d'énivrer nos sens, de faire surgir dans notre esprit des images, des souvenirs, des sentiments, bref, des émotions. Les senteurs aromatiques indiquent le caractère des végétaux qui les génèrent. Et ce caractère peut influencer notre propre caractère si on l'introduit en nous, soit par voie buccale, soit par voie cutanée, soit par voie respiratoire, c'est-à-dire par voie nasale, rhinencéphalique. Sans la respiration nasale, nous ne pourrions pas vivre. Voyons maintenant l'importance vitale de la respiration nasale. Introduite en nous par le rhinencéphale, la force vitale intrinsèque, métaphysique, immatérielle du cosmos, nourrit notre subconscient réactionnel, concrétiseur, s'exprimant à travers notre système neurovégétatif et hormonal et à travers nos liquides humoro-physiologiques, c'est-à-dire à travers le sang, la lymphe, les fluides lacunaires. Ce qui veut dire que la vraie respiration revitalisante s'effectue par le nez, par l'inspiration nasale. La vraie spiritualisation n'est pas uniquement la repositivation de notre mental, mais aussi et surtout la technique respiratoire. En naturopathie, qui est la vraie médecine de santé psychobiologique, le spirituel est en vérité le rituel du spire, de l'inspire, de l'inspiration, c'est-à-dire de la captation du prana cosmique, de la force vitale immatérielle, métaphysique, par le rhinencéphale. La preuve de la présence de cette force vitale cosmique, immatérielle, nous est fournie par l'expérience suivante effectuée par le docteur Chopard. Si à des lapins nouveau-nés, par exemple, on bouche une narine durant leur temps de croissance, on provoque en eux une atonie atrophique de toute la musculature dorsale du côté de la narine obturée et on crée ainsi une scoliose convexe à l'opposé, c'est-à-dire du côté de la narine ouverte. Eh bien, il en est de même chez les jeunes enfants humains. Alors ici, vous avez des tableaux qui vous montrent les narines ouvertes
les narines fermées d'un côté, avec une scoliose en sens opposé. Et si l'on mesure le taux de l'oxygène du sang, on constate qu'il est normal. Ceci est la preuve que l'air inspiré ne contient pas que de l'oxygène, mais aussi une force vitale inconnue des scientistes. Voilà pourquoi la respiration profonde, nasale, rhinencéphalique a tant d'importance en naturopathie orthodoxe, néo-hippocratique, c'est-à-dire en médecine de santé psychobiologique. Les yogis, à juste titre, basent leur posture sur la respiration nasale et portent totalement leur attention sur cet acte éminemment revitalisant, donc épurateur et apaisant. Le rituel du spire est la vraie technique de méditation yogi bouddhiste. Le rituel du spire permet de faire un monoïdéisme, d'avoir à l'esprit une seule idée positive qui calme le mental et qui lui permet de communiquer avec son partenaire intime, le subconscient réactionnel, concrétiseur, somatisant. Le fait de dire de quelqu'un qu'il est inspiré, d'avoir de l'inspiration, prouve bien la relation qu'il y a entre l'odorat, le rhinencéphale, et le psychisme, le subconscient. Dans le mot inspirer ou inspiration, il y a le spire. Et le fait de respirer selon une technique particulière est un rituel, d'où le mot spirituel, spire, rituel. Ainsi donc, aider quelqu'un à se spiritualiser, c'est lui apprendre à respirer à fond par le nez et à focaliser toute son attention sur l'acte d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. C'est lui apprendre à se revitaliser et à s'épurer consciemment. Comme nous le disons souvent, nous arrivons en ce bas monde en inspirant et nous le quittons en expirant. Entre ces deux temps, la vie n'est qu'un souffle. Le premier sens est l'odorat, celui qui gouverne les autres sens. Les mauvaises odeurs sont nauséabondes, répulsives. On les fuit parce qu'elles nous rendent malades, alors que les bonnes odeurs nous ravivent, à condition qu'elles ne soient pas excessives, hégémoniques, envahissantes. Notre odorat doit toujours être en éveil. C'est lui qui nous livre en permanence des informations positives ou négatives sur notre santé et sur notre milieu environnemental, humain, social, alimentaire. L'olfaction est fondamentale pour apprécier
la qualité de l'air que nous respirons et des aliments et des boissons que nous consommons. Les odeurs pestilentielles de l'air pollué, des boissons et des aliments altérés, par exemple, nous avertissent de leur nocivité. Les odeurs corporelles d'une personne nous révèlent son état de santé. Autrefois, par leur odorat, beaucoup plus développé que le nôtre actuel, les médecins étaient capables de déterminer le type de maladie dont souffrait une personne. Cette méthode olfactive est tombée en désuétude par suite du développement des techniques modernes de diagnostic médicaux. De leur côté, les pratiquants de Raja Yoga, de yoga royal, affirment pouvoir déterminer le degré d'élévation mentale d'un être humain à son odeur corporelle qui traduit celui de son hygiène interne psychorganique. L'odorat joue un rôle capital chez la plupart des animaux. Il leur permet de détecter les dangers, notamment. La perte de l'odorat entrave notre défense et notre développement. Son éducation devrait commencer dès que nous arrivons au monde. Et sa rééducation doit se faire quotidiennement par l'inspiration cultivée et maîtrisée en pleine conscience. Inspirer profondément par le nez, en pleine conscience, aide à maîtriser notre mental, nos sentiments, inducteurs d'émotions. Il empêche notre conscient, notre mental, de vagabonder, d'être ailleurs, au lieu d'être ici et maintenant. Bref, il aide à maîtriser nos paroles, nos gestes, notre existence, notre destin. Chacun de nous devrait être en mesure de connaître les essences aromatiques et les huiles essentielles qui lui conviennent, qui lui correspondent, qui l'aident à ressentir un bien-être mental et physique. Je rappelle que par leur fréquence vibratoire, les senteurs aromatiques exercent une action sur notre esprit et sur notre corps physique. Elles influencent notre champ bioélectromagnétique. Ceci a été prouvé par la longueur d'onde émise par le sang et mesurée en Armstrong sur l'échelle de Bovis, notamment avec un vitalimètre conçu à cet effet. Les essences végétales aromatiques et les huiles essentielles utilisées en olfactothérapie agissent par l'intermédiaire du rhinencéphale. Le rhinencéphale est l'ensemble des récepteurs olfactifs de la cavité nasale reliés aux récepteurs du cerveau limbique à travers lequel s'expriment nos émotions et notre mémoire d'origine
subconscientiel. À présent, jetons un coup d'œil sur ce système en examinant attentivement le croquis cérébral ci-après. On constate effectivement que les récepteurs olfactifs sont reliés au bulbe olfactif, lui-même relié à l'amygdale du système limbique dans le cerveau. Et les essences végétales aromatiques et autres huiles essentielles utilisées par voie buccale ou transcutanée agissent par l'intermédiaire de notre système neurovégétatif et hormonal et à travers nos liquides humoro-physiologiques, c'est-à-dire à travers le sang et la lymphe notamment. Toutes les essences agissent incontestablement sur nos cellules et donc sur nos comportements. Toute odeur fait naître en nous un sentiment et conséquemment une émotion, parfois très ancienne, négative ou positive. Certaines d'entre elles nous répugnent, alors que d'autres nous envoûtent. Par effet de résonance, elles révèlent la présence de fréquences vibratoires maléfiques qui stagnent en nous et qui nous empoisonnent lorsqu'elles nous répugnent. Elles révèlent également le manque de fréquences vibratoires bénéfiques en nous lorsqu'elles nous envoûtent. Par l'olfaction, on peut donc déterminer ce que nous devons éliminer ou acquérir et les essences aromatiques qui nous conviennent ou qui ne nous conviennent pas. Les senteurs aromatiques qui nous plaisent nous fournissent des énergies vibratoires, subtiles, qui nous font du bien. Il faut donc choisir celles avec lesquelles nous avons une affinité. Néanmoins, l'affinité olfactive n'est pas un critère absolu. Ce n'est qu'un élément indicateur, non déterminant dans une prescription thérapeutique. L'odeur d'une plante révèle son caractère, son histoire. Elle est la conséquence de son activité mentale, habituelle, car tout être vivant pense, suscite en lui des sentiments, donc des émotions. Ceci a été démontré expérimentalement par un scientifique américain à l'aide d'un détecteur de mensonges. Beaucoup de parfums commercialisés dans le monde sont fabriqués à partir d'huiles essentielles extraites des fleurs et des plantes aromatiques comme l'anis vert, l'ambre, la bruyère, la camomille, la cannelle, la carotte, le chèvrefeuille, le citron, l'estragon, le géranium, le jasmin, l'iris, la myrrhe, le palmarosa, le romarin,
la rose, le santal, la sauge, le thym, la vanille, le vétiver, la violette, le lilas notamment. Avant de sentir l'odeur d'une essence aromatique, après ouverture du flacon qui la renferme, il faut se moucher et se nettoyer l'intérieur du nez. Au début, il est préférable de ne pas tester plus de 4 essences différentes d'affilée chaque jour pour ne pas fausser les perceptions des diverses essences. Il est bon de noter sur un cahier vos impressions olfactives pour chacune d'elles. Notez celle qui vous plaît un peu, moyennement, beaucoup, et celle qui ne vous plaît pas du tout. Concentrez bien votre esprit sur la perception subtile de la senteur. Après avoir découvert les huiles essentielles qui éveillent en vous un sentiment de bien-être, voire de bonheur, vous savez que ce sont les vibrations de celles-là que vous devez incorporer en vous afin qu'elles puissent vous aider à harmoniser vos propres fréquences vibratoires et à vous repositiver mentalement, à condition que vous preniez bien conscience qu'il s'agit là d'une nécessité vitale pour vivre mieux. Se repositiver mentalement, c'est d'abord, évidemment, se libérer de toutes les contingences, de toutes les fausses croyances, de tous les a priori, de tous les préjugés, en fait, de tout raisonnement illogique. C'est lâcher prise. C'est en fait abandonner le malheur pour épouser le bonheur. C'est cesser de penser à sa maladie ou à son mal-être pour ne plus penser qu'à sa santé ou à son bien-être. C'est transformer les sentiments négatifs, éthio-morbido-pathogènes, en sentiments positifs, éthio-hygiéno-vitalogènes. C'est donc se mettre en accord, en phase, en syntonisation avec son propre subconscient, fournisseur d'énergie vitale intrinsèque. C'est vibrer sur sa longueur d'onde. C'est ça la vraie méditation. Et les fréquences vibratoires des senteurs, personnalisées, classiques, non hydrosolubilisées, peuvent éventuellement stimuler en nous un certain bien-être, mais elles ne peuvent pas éliminer de nous la cause profonde de notre mal-être, de nos maux enracinés dans chacune de nos cellules par le phénomène de la somatisation négative. À présent, voyons la nécessité d'hydrosolubiliser les essences aromatiques et les huiles essentielles. Avant de se lancer dans l'olfactothérapie, il faut savoir que les huiles essentielles classiques, non hydrosolubilisées,
agresse plus ou moins les muqueuses nasales et broncho-pulmonaires et peuvent de ce fait induire de l'emphysème, voire même un œdème pulmonaire, asphyxiant, mortel. Seuls les stenteurs des huiles essentielles hydrosolubilisées orthobiologiquement n'agressent pas les muqueuses broncho-pulmonaires lors de l'olfaction. C'est dire que toutes les huiles essentielles destinées à nous soigner doivent être hydrosolubilisées et volatiles. À cause de la fermeture de leur champ radiant de type bioélectromagnétique, les molécules odorantes classiques non hydrosolubilisées ne font que stimuler les récepteurs neuro-rhinencéphaliques qui transmettent au cerveau limbique leur fréquence vibratoire. Conséquemment, elles n'ont qu'une action éphémère. Seules les molécules odorantes hydrosolubilisées, c'est-à-dire sous la forme d'une solution aqueuse, du fait de l'ouverture de leur champ radiant, peuvent pénétrer dans le courant sanguin, à travers les muqueuses, et livrer leurs informations en profondeur au sein de nos cellules. Personnellement, je préfère les ingérer par voie buccale, après les avoir dilués dans un peu d'eau, laquelle atteint toutes les cellules en leur communiquant leur information. L'olfactothérapie classique, avec des essences aromatiques homomoléculaires, ne peut pas être thérapeutique au sens de la vraie naturopathie, qui consiste à aider un malade à éliminer la cause profonde, intrinsèque, de sa ou de ses pathologies. Humer des huiles essentielles homomoléculaires pour déboucher le nez ou pour nous stimuler ou pour déterminer celles qui nous conviennent, c'est bien, mais nettement insuffisant pour nous aider à éradiquer notre stress, notre mal-être, nos souffrances, nos maladies. Voilà pourquoi, en tant que médecin de santé psychorganique, nous préférons les ingérer sous une forme hydrosolubilisée en tenant compte de leur caractère. Voyons maintenant la caractérologie des huiles essentielles. À ce sujet, Philippe Melbiot a fait un remarquable travail qu'il a exposé dans un livre intitulé « La nouvelle aromathérapie », publié par les éditions Jacquin à Lausanne, en Suisse.
Grâce à son travail, il est désormais possible de corriger notre attitude mentale et d'optimiser nos facultés intellectuelles par ingestion adéquate d'huile essentielle, personnalisée et biodisponibilisée par hydrosolubilisation orthobiologique. Le corps physique, le soma, n'est que l'hologramme du pensée holistique. L'un et l'autre ne font qu'un, sous deux aspects apparemment différents, comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Nous avons dit que l'odeur d'une plante, d'une fleur, est la conséquence des activités de son mental, en fait de son caractère, de ses sentiments dominants. Une violette, par exemple, ne pense pas comme une primevère, par exemple. Un pin, par exemple, ne pense pas comme un chêne, par exemple. Un singe, par exemple, ne pense pas comme un homme. Si un chat pensait comme un chien, il serait un chien. Si un singe pensait comme un homme, il serait un homme. Et si un homme pensait comme un dieu, il serait un dieu, donc éternel. Il en est de même au niveau des atomes dont nous sommes constitués. Les atomes sont des couples électroniques, des entités pensantes, à leur niveau d'évolution, évidemment. Le fer, par exemple, ne pense pas comme le cuivre, par exemple. Et le cuivre ne pense pas comme le zinc, par exemple. Si le fer pensait comme le cuivre, il serait du cuivre. Et si le cuivre pensait comme le zinc, il serait du zinc, etc., etc. Dans le cosmos, il n'y a que de la pensée. On peut dire que le cosmos est l'esprit dans lequel se manifeste la pensée. Nous sommes tous le résultat de ce que nous pensons habituellement. Nous sommes le résultat de notre caractère, de nos sentiments dominants. En agissant sur notre caractère, le caractère d'un végétal aromatique peut nous aider à corriger notre propre activité psycho-organique. Comment? Eh bien, tout simplement par l'intermédiaire des fréquences vibratoires de son essence personnalisée, introduite en nous journellement à dose adéquate. À présent, je vais vous parler de 3 diathèses fondamentales qui sont la sclérose, l'inflammation, l'infection. Alors passons rapidement en revue leurs causes mentales profondes ou premières. Mais auparavant, rappelons brièvement l'anatomophysiologie
du pensée holistique, qui est constitué de deux éléments identiques, mais inversement fonctionnels, comme la main droite et la main gauche, comme mâle et femelle. Ce mécanisme peut être symbolisé par un cercle partagé en deux parties égales, comme notre propre corps physique. Et là, vous voyez qu'il y a une action du conscient sur le subconscient, il y a une réaction du subconscient sur le conscient. Alors l'une des deux parties est le conscient, une force verticale. L'autre partie est le subconscient, une force horizontale. Le conscient est l'élément vertical, force de type électrique, actionnel, centripète, imprimant, de type mâle, procréateur. Le subconscient est l'élément horizontal, force de type magnétique, réactionnel, centrifuge, exprimant, femelle, créateur. Le conscient, le mâle, a le premier mot. Il agit en premier. Le subconscient, la femelle, a le dernier mot. Il agit en second. Le premier est actionnel, le second est réactionnel. Le conscient procrée, c'est l'architecte, l'abstracteur. Le subconscient crée, c'est le constructeur, bâtisseur, c'est le concrétiseur. Le conscient peut être comparé à un spermatozoïde fécondateur. Le subconscient peut être comparé à un ovule fécondé. En fait, le subconscient ne fait que matérialiser, somatiser le contenu informationnel que lui a fourni le conscient, son partenaire intime. Quand le conscient a un mauvais caractère, il imprime sa négativité dans son partenaire intime, le subconscient, qui concrétise alors cette négativité, non seulement en acte comportemental, mais aussi en chair et en os. C'est la somatisation de nos sentiments. Mais du fait que l'ascenseur ne fait pas que descendre du mental au soma, du fait qu'il remonte aussi du soma au mental, une amélioration du soma, donc du cerveau, aide le mental procréateur à raisonner positivement, conformément à la loi vitale de symétrie cosmique qui nous régit inexorablement. Voilà comment les fréquences vibratoires des huiles essentielles personnalisées et hydrosolubilisées orthobiologiquement, introduites dans le soma, peuvent influer sur le mental à travers le système neurovégétatif et hormonal et à travers les liquides humorophysiologiques, c'est-à-dire à travers le sang, la lymphe, notamment faisant office d'une bande magnétique transportant une information
électrique. Alors à présent, voyons chacune des 3 diathèses fondamentales constituant les fondations du mental. Premièrement, la sclérose. Il s'agit ici d'un syndrome sclérotique, reflet de la sclérose mentale, caractérisée par une rigidité mentale basée sur de fausses croyances, rigidité qui empêche le mental de se renouveler, d'accepter des idées positives, nouvelles, qui l'empêchent de se repenser à l'endroit. C'est notamment le cas des personnes rétractées, sèches, froides, bornées, grincheuses, ayant tendance à se calcifier, à se scléroser physiquement, à s'atrophier, à se paralyser par suite d'une fermeture psychorganique entraînant des occlusions, des stases intestinales, des stases sanguines et lymphatiques. La sclérose relève d'une morbidité psychobiologique fondamentale et chronique. À présent, regardons l'inflammation. Il s'agit ici d'un état morbide résultant de l'accumulation de substances étrangères toxiques, stagnant dans les tissus par suite d'une entrave des fonctions circulatoires et émontorielles, entrave consécutive à un mental qui s'irrite, qui s'enflamme facilement, habituellement coléreux, de tempérament plutôt dilaté, sanguin, chaud, égocentrique, personnel, un tempérament ayant tendance à l'arthritisme, à l'asthme, à la mégalomanie. L'inflammation, surtout en phase aiguë, relève toujours d'un mode réactionnel d'autodéfense. Maintenant, voyons l'infection. Il s'agit ici d'un état morbide résultant d'une attitude mentale généralement infectieuse, virulente, se traduisant somatiquement par un terrain organique infectieux propre aux mutations bactériennes et virales. Cet état est la caractéristique des personnes affectivement carencées, frustrées, insatisfaites, généralement sournoises, haineuses, venimeuses, qui calculent, qui ruminent, qui broient du noir, qui cultivent des sentiments, voire des idées de vengeance. Dans ces 3 états morbides, on retrouve à la base une négativité mentale se traduisant soit par une rigidité mentale, c'est le sclérosé, soit par une réaction coléreuse de courte durée, c'est l'enflammé, soit par une réaction haineuse de longue durée, c'est l'infectieux. Le premier va se scléroser physiquement, c'est le borné. Le second va s'enflammer physiquement, c'est le coléreux. Le troisième
va s'infecter physiquement, c'est le haineux. Bien entendu, il s'agit ici de tempéraments purs, qui n'existent pas à l'état pur. En fait, tous les tempéraments sont un amalgame, plus ou moins important, des autres attitudes mentales, négatives. Face à un malade qui nous consulte, l'étude approfondie des causes mentales, première, l'étude de ses souffrances permet de choisir et de personnaliser le mieux possible l'essence ou les essences aromatiques qui peuvent l'aider à se corriger, à condition qu'il se responsabilise, qu'il fasse lui-même, en même temps, un effort de correction mentale pour s'améliorer, voire pour éliminer sa morbidité éthiopathogène. Et de toi, et le ciel t'aidera. Céder relève du conscient procréateur. Et l'aide qu'il reçoit en échange relève de son partenaire intime, le subconscient réactionnel concrétiseur, c'est-à-dire de la force vitale intrinsèque qui ne peut s'exprimer librement que si le conscient, le mental, supprime sa négativité, laquelle négativité entrave sa fonction homéostasique guérisseuse. Pour supprimer une négativité mentale, il faut la transformer en positivité mentale. Et pour parvenir à cela, il faut un certain temps, donc de la patience et de la persévérance, basée sur une motivation et sur une détermination inébranlable que l'on peut obtenir par auto-intro-suggestion, auto-hypnotique, auto-suggéré ou hétéro-suggéré quotidiennement à l'aide de CD spécialement enregistrés à cet effet qu'il faut écouter tous les jours dans le silence en s'identifiant bien à leur contenu informationnel. Il faut donc accepter de mourir à sa négativité mentale pour renaître à sa positivité mentale qui est déjà de toute éternité dans notre propre subconscient réactionnel, concrétiseur, naturant. L'application de la caractérologie des essences végétales vous sera donnée dans la deuxième partie, dans un ouvrage que je vais publier prochainement. Je vous remercie pour votre attention.